Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 1695 de Kingdom, un chapitre qui vient littéralement clôturer la bataille, cette fois-ci de façon définitive. Il n'y a plus aucun moyen pour que Uzen revienne, ça nous est confirmé dans ce chapitre, et ça fait mal, mais en même temps, c'était prévisible. L'armée d'Uzen a été complètement annihilée, c'est-à-dire que sur ces 120 000 soldats, il lui en restait quelques centaines tout au plus, le reste a été complètement annihilé, il ne reste plus rien. On a donc un chapitre qui va être centré sur la fuite des personnages, et en même temps un petit peu la réorganisation pour cette fuite. Mais à aucun moment dans ce chapitre, il nous est fait mention d'une potentielle, de quelque chose pouvant retourner la situation. Ce n'est plus possible. Et en même temps, c'est pas étonnant. Riboku de son côté a encore ses armées qui sont toutes fraîches, quasiment, parce que globalement c'est Seika qui a combattu, le reste sont plutôt tranquilles. Ce qui veut dire que Riboku a potentiellement plus de 100 000 soldats qui sont encore tout frais, prêts à combattre. Et de l'autre côté, on a il a Ishin qui sont complètement épuisés. Et du côté de Yotanwa, ça combat aussi. Donc clairement, les soldats ne sont plus capables de continuer réellement en grande infériorité numérique en plus, face à l'ennemi qui est en face. C'est-à-dire que là, il reste à peu près 100 000 hommes du côté de Kin, si on compte les deux armées restantes, là où en face, il en reste toujours 200 000. Donc clairement, c'est absolument pas gérable. Il n'y a aucun moyen ici pour revenir. Et ça, ça commence à se faire comprendre un petit peu sur tous les champs de bataille. Le chapitre commence donc sur Kanju, qui est en train d'essayer de se sortir de cette mêlée, et qui finalement y parvient, puisque l'armée de Shibasho est plutôt concentrée sur la poursuite d'Uzen, et donc ceux qui sont un petit peu pris dedans, ils s'en fichent un petit peu, ils les laissent un petit peu partir sans trop de problème, ce qui fait que l'armée de Kanju n'a pas eu trop de problèmes à sortir. Enfin, l'unité, parce que c'est pas tellement une armée, ils n'avaient pas énormément d'hommes non plus, mais voilà. En sortant, ils ont fini par croiser un Huon, finalement, qui passait par là en quelque sorte, on peut dire ça. Et on va donc avoir un plan de la situation générale ici, enfin, plus ou moins, voilà, un petit peu de remise en contexte, et surtout de l'information du fait que Uzen est perdu. Et oui, l'information doit commencer à circuler, et ça va aller très très vite. Clairement, dans ce chapitre, ça va être extrêmement vite pour que l'information circule. Et que ce soit d'un camp comme dans l'autre, d'ailleurs. On a donc Huon qui va apprendre la défaite de Uzen, et surtout ici c'est dit réellement, Uzen a perdu. Dans les précédents chapitres, on était encore un petit peu dans l'hypothèse, mais ici c'est dit noir sur blanc, Uzen a perdu, clairement. Et dans tous les cas, même s'il avait une stratégie pour tenter quoi que ce soit, Uzen a perdu. Il s'est fait démonter son armée, il n'a plus d'armée, il n'a plus de généraux, dans tous les cas c'est une défaite. Donc voilà. Donc même si derrière Uzen parvient potentiellement à prendre Ango, même si vraiment je vois pas comment c'est possible à l'heure actuelle, je vois pas comment, non, franchement il y a quasiment aucun moyen pour que ça arrive. Donc voilà, à l'heure actuelle c'est vraiment très très chaud. Et on a donc Huon qui clairement, il s'attendait pas à cette nouvelle. Il s'attendait pas à entendre un jour les mots Uzen et perdre dans la même phrase. Clairement je pense que c'était pas prévu dans son programme. Puis c'est un petit peu en fait le mot d'ordre dans cette bataille. Je pense que le mot d'ordre de cette bataille c'est retard. Tout a été en retard finalement. C'est-à-dire que là où l'armée ennemie, c'est-à-dire donc Zhao, ont pu à chaque fois arriver au bon moment, au bon endroit, ont pu tout gérer, à chaque fois il y avait du retard du côté de Qin. Par exemple, au niveau de la Shin, il y a Shin qui est revenu en retard. Du côté, ici, pour sauver Uzen, que ce soit Akakin, Won, etc., ils sont arrivés en retard. Pareil, il y avait Aku, qui pareil était parti, la fois qu'il revienne, et ça lui a coûté la vie même. Donc voilà, tout est arrivé un peu en retard et tout était désorganisé dès le début de la bataille en fait. Finalement, tout ce qui a chamboulé tout ça, c'est Riboku. C'est le fait que Riboku se balade un petit peu partout, dire ouais, salut les gars, je suis là. Ça a complètement désordonné la bataille. Et dès le moment où il a fait ça, c'était perdu. C'était complètement perdu. Même si, pour moi, même s'il avait pas forcément fait ça, dans tous les cas, arrêter Shibasho, ça aurait été compliqué, on va pas se mentir. Shibasho, c'est clairement le gros problème ici de cette guerre. Mais les mérites reviennent quand même à Riboku, puisque c'est lui qui a ramené Shibasho. Donc malgré tout, c'est une victoire de Riboku. On a donc Uzen qui va demander à
à Kanju, donc de prendre quasiment toute l'armée, hein, finalement, de Huon, donc toute la Gyoku, et d'aller aider la Aishin. Lui, il va seulement prendre quelques cavaliers, hein, une centaine, pour pouvoir aller aider Uzen. Et à partir de là, on a deux informations incroyablement importantes et surtout excellentes. La première, c'est donc que Huon se rend compte ici que dans cette défaite, et de par le fait que l'armée de Uzen a été complètement annihilée, si ils veulent continuer à unifier la Chine, à l'heure actuelle, il faut absolument conserver donc les trois unités principales, on va dire, à l'heure actuelle du manga, c'est-à-dire la Aishin, la Gyoku et la Gakuka. La Gakuka étant donc l'armée de Muten, qui n'est pas présente ici. Et on a donc ici Huon, et c'est bien Huon qui le dit, qu'il faut aller aider la Aishin. Ils ne peuvent pas perdre la Aishin. Et ça, c'est vraiment excellent. On a Huon qui enfin commence à respecter la Aishin. Enfin, il respectait déjà depuis un moment en réalité, oui. Mais disons que ici, réellement, il le dit. Ça sort de sa bouche. Et ça, c'est juste incroyable. Qu'on ait un Huon qui voilà, commence à reconnaître hein, que Shin est important. Et en même temps, c'est normal, au vu du palmarès de Shin. On rappelle que si Shin n'avait pas été là, Uken il aurait encore fait du sale, hein, clairement. Imaginons si Uken s'était encore pointé l'an dernier pendant que Kanki était là. Ça aurait été une boucherie. Bon, déjà que ça a été une boucherie, ça aurait été encore plus. Donc voilà, autant dire que Shin a un palmarès très très important et est extrêmement utile justement dans l'unification de la Chine. Si Shin n'est pas là, c'est très compliqué clairement hein, d'unifier la Chine parce que déjà, ça fait qu'en fait, Qin perd une puissance martiale juste démentielle, voire peut-être même leur plus grosse puissance martiale avec Muvu. Donc voilà, faut vraiment pas sous-estimer Shin, hein, clairement pas. Et tout comme faut pas sous-estimer la Gyoku et la Gakuka qui ont également leurs utilités. Hein. C'est-à-dire qu'on a Huon qui est techniquement le meilleur lancier de Chine à l'heure actuelle, et qui possède un niveau stratégique quand même extrêmement bon. Et on a Muten qui a vraiment un niveau stratégique, hein, le meilleur des trois hein, clairement du trio, et qui clairement va probablement devenir le prochain Uzen en quelque sorte, un niveau stratégique. Donc voilà, les trois sont extrêmement importants ici pour la suite de l'aventure on va dire. Donc voilà, c'est extrêmement bon. Et bien que la Gyoku va vouloir un petit peu contredire un petit peu Huon, ils vont absolument pas pouvoir le faire. Parce que les arguments de Huon, tout simplement, ils sont. On peut pas les contrer, hein, il a raison. Si Shin meurt ici, et qu'en plus il perd la Aishin, c'est compliqué, parce que la Aishin, c'est aussi Kyukai, c'est aussi Kyorei, c'est aussi le grand général Biei. Attention, hein, le grand général Biei, il aurait pu casser un paquet de bouches, hein, donc attention. Bon, blague à part, voilà, il y a quand même du monde dans la Aishin qui peut quand même faire des petits trucs par-ci par-là. Finalement, la Aishin possède quand même des très bons avantages. Parce que, ok, Huon possède Akakin, par exemple, à l'heure actuelle, et Muten possède son adjoint, mais j'ai plus son nom malheureusement. Donc voilà, les deux possèdent un adjoint extrêmement puissant. Et Shin possède évidemment Kyukai. Mais il possède également Kyurei, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, en termes de puissance partielle, la Aishin c'est vraiment quelque chose. Clairement. Et puis même, hein, les autres combattants sont là. Hein. Je dirais que ce soit Sugen ou les autres, ils sont là. Et ils peuvent faire du sale aussi quand il faut. Donc voilà. Et l'autre élément intéressant dont je parlais par rapport à ça, c'est que Huon va aller aider Uzen avec 100 cavaliers. Et là, ça va donner des choses intéressantes, puisqu'on va avoir une nouvelle fois une potentielle confrontation entre Huon et Uzen, tout simplement. Ou tout simplement un Huon qui va sûrement sauver Uzen sur le fil du rasoir. Et aussi un combat de Huon contre Shibasho. Je pense qu'on attend pour beaucoup ce combat, et à mon avis il va avoir lieu. Alors, aucun des deux ne mourra ici, hein, faut pas s'attendre à ça, mais on pourrait avoir un Shibasho qui serait sérieusement mis en difficulté par Huon, clairement. Hein. Là, ça va être le combat de leur vie pour les deux. Hein. Donc voilà. Après, bon, je suppose que voilà, ils arriveront à fuir d'une manière ou d'une autre, mais voilà. En tous les cas, le fait est que Huon peut faire du sale. Et donc voilà, on va se retrouver ensuite sur le flanc de la Aishin, hein, où on a justement des informations qui arrivent, et en même temps donc la Gyoku qui arrive et qui explique hein, tout ça, qui va dire que Uzen a perdu, et là on va avoir un pétage de plomb de Shin. Ah, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu péter les plombs comme ça, mais en même temps on peut le comprendre. Depuis le début de la guerre, Shin il est tendu parce qu'il se dit, Riboku arrive encore à nous avoir, et là pour la deuxième fois d'affilée, il voit une armée se faire annihiler.
et il est obligé de fuir la queue entre les jambes. Et ça va lui faire péter un plomb, il va hurler de rage, clairement. Et c'est normal. Shin, son ennemi de toujours, c'est Riboku. Riboku lui a piqué toutes les personnes à qui il tenait, toutes les personnes en qui il pouvait s'identifier. Donc voilà, alors certes, Shin s'était un peu vengé en butant Uken, mais il reste Riboku, c'est lui qui est derrière tout ça. Et cette fois-ci, il n'aura même pas pu l'atteindre, Riboku était complètement hors de portée. Et ça, clairement, ça fait extrêmement mal. Bon, on a Karyoten qui va tenter d'essayer de rassurer, de rationaliser un petit peu, essayer de calmer Shin tout du moins, faire un peu comme elle peut. Mais bon, clairement, elle n'aide pas non plus. Hein. Enfin, franchement, elle a fait des très très mauvais coups durant cette guerre. Hein. Après, voilà. Personnellement, par rapport à Karyoten, je suis moins... disons que j'aime bien et je pense quand même qu'elle a encore du potentiel. Il faut pas oublier qu'elle est quand même encore jeune. Et ça, justement, c'est quelque chose qui est souvent oublié. Certes, le manga dure depuis longtemps hein, chez nous, mais en réalité, Karyoten est encore jeune. Elle est plus jeune que Shin de base. Donc forcément, c'est normal qu'elle n'ait pas encore une maturité stratégique égale à celle d'un Riboku ou des grands monstres en fait qu'elle affronte. C'est-à-dire qu'en fait, elle se tape toujours contre des gros morceaux stratégiques qui font la guerre depuis des dizaines d'années. Et ça, il faut aussi le prendre en compte. Forcément que Karyoten va paraître inférieur par rapport à d'autres. Parce que les autres en question, c'est des monstres comme Riboku. Ou même Shibasho qui semble avoir quand même un certain talent stratégique, un minimum tout du moins. Donc voilà. Mais malgré tout, faut pas oublier que parfois elle nous a sorti des plans du turfu quand même, Karyoten. Vraiment, elle nous a sorti des très grosses masterclass. Et ça, faut pas lui enlever. Donc faut aussi prendre ça en compte. Karyoten a encore de la maturité, a encore le temps d'évoluer tout simplement. Donc voilà, il faut pas tout de suite l'enterrer, hein. Elle ne sert pas à rien ou quoi. Hein. Si t'enlèves Karyoten de la Aishin, ça va être très compliqué, hein, parce que c'est elle qui gère en attendant quand même les positionnements de l'unité, etc. C'est pas Shin qui va pouvoir s'en occuper, surtout qu'en général Shin est plutôt sur le champ de bataille. Donc voilà, j'en sens Karyoten, la Aishin, elle se fait déboîter, hein, tout simplement. Hein. Certes, elle sort pas des plans de fou furieux, mais au moins elle coordonne l'unité un minimum, et suffisamment pour qu'ils arrivent à s'en tirer quand même face à 70 000 hommes. Donc c'est quand même pour dire qu'elle est pas si inutile que ça. Donc voilà, faut quand même lui laisser ce qui lui appartient. On a donc l'unité Aishin hein, qui, après s'être rendu compte, et justement c'est très important, qu'il n'y avait plus rien à faire, et je le répète, il n'y a plus rien à faire. C'est répéter, re-répéter, et encore re-répéter, et ce sera la même chose sur l'autre flanc, hein. Il n'y a plus rien à faire. Tout ce qu'il faut faire, c'est fuir, tout simplement. Donc ici, ils vont tout simplement se mettre à fuir, hein, et on a la Gyokyu qui va commencer à bloquer un petit peu les 70 000 hommes. Donc probablement une grosse partie de la Gyokyu qui par contre va sérieusement morfler. Parce que voilà, ils ont quand même tenu un certain temps hein, déjà hein, contre les 70 000 hommes de Enkan. Et là, ils sont obligés de les retenir à nouveau pour que la Aishin puisse s'enfuir. Donc va sûrement y avoir quelques morts. Et potentiellement ouais, des morts assez, ouais, c'est important. Hein. Après, est-ce qu'un Kanju peut mourir par exemple? Je ne pense pas. Je pense qu'il a encore des choses à prouver, Kanju. Il fait quand même partie des éléments principaux de la Gyoku. Donc voilà. Après, peut-être que le vieux, par contre, il peut y passer. Sachant que le vieux de la Gakuka est mort, peut-être que celui-ci aussi pourrait y passer. Ça peut arriver, hein. Franchement, c'est loin d'être impossible qu'il y ait des morts un petit peu importants quand même du côté de la Gyoku. Donc voilà, à voir un petit peu pour la suite, hein, comment ça se passe dans la retraite. Mais en attendant, on passe donc du côté de Yotanwa, hein, qui va elle aussi apprendre la nouvelle. Et en même temps, du coup, que l'ennemi en face. Hein. Et d'ailleurs, c'est assez rapide finalement, on a l'impression ici. Hein, on ne donne pas trop de délai, mais en tout cas, les informations ont l'air d'aller assez vite. On ne nous montre pas particulièrement que le temps de retard dû aux montagnes, etc., ce soit un problème. Donc voilà, on a Yotanwa qui de toute façon va faire le même choix. Bon, elle va pas péter un plomb comme Shin, elle va rester bien plus calme, on va dire, mais qui va commencer à ordonner la retraite hein, de tous ces hommes. Et on a Sun Shinju hein, qui veut continuer hein, tout simplement la bataille, bien sûr, qui veut tenter de les poursuivre. Ce qui est normal, hein, ils veulent tenter d'annihiler Kina, mais bien sûr, ils n'y arriveront pas. Hein. Les hommes des montagnes, ils savent courir, hein, c'est leur profession. Et autant dire qu'ils l'ont déjà prouvé il n'y a pas si longtemps que ça. Hein, comment ils savent courir, s'enfuir dans tous les sens pour s'en sortir. Hein. On l'a déjà vu avec Rose. Donc voilà. Par contre, le cas étant que Kitari est déjà à Ango. Donc c'est-à-dire qu'il faut envoyer quelqu'un chercher Kitari
et qu'elle arrive en plus à s'enfuir, et qu'elle s'enfuit très rapidement, parce que sinon elle va se faire prendre par 200 000 hommes avec ses 100 cavaliers. Enfin, je sais plus combien elle a à peu près, mais voilà, très peu d'hommes en gros. Donc clairement, on va falloir faire très gaffe à ça. Et personnellement, je pense que Kitari va être faite prisonnière et va rejoindre Eki tout simplement dans sa petite cellule. Pour moi, c'est une possibilité qu'il y ait des prisonniers de guerre et que Kitari en fasse partie. Parce que là, je vois difficilement comment elle peut revenir suffisamment rapidement sans se faire choper par Zao au passage. Ça va être compliqué. Après, à voir. Peut-être qu'elle y arrivera, on verra bien. En tout cas, ici, la conquête d'Ango, c'est terminé et c'est une défaite humiliante, clairement, pour Uzen. C'est la plus grosse défaite de Kingdom. Et j'insiste, j'ai même des persos comme Gekishin n'ont pas perdu aussi facilement et aussi rapidement. Là, vraiment, c'est une défaite éclair. Donc voilà. Après, encore une fois, il faut aussi remettre les choses en contexte. Il ne s'est écoulé qu'une demi-journée. En une demi-journée, avec aussi peu d'éléments, il est normal qu'Uzen n'ait rien pu faire. On lui a pris toutes ses cartes. Pour qu'un stratège puisse jouer, il lui faut quand même ses cartes. Et là, il n'avait plus de cartes. Shin était bloqué. Uon était bloqué. Enfin, tout le monde était bloqué. C'était impossible de s'en tirer en fait. Aku était bloqué aussi. Pareil, il avait perdu Denrimi et So qui étaient ailleurs. Clairement, il avait plus rien pour lui, Uzen. Il était complètement scellé. Et en plus, il y a Shibasho qui était beaucoup plus fort que ce qu'il pensait. Et il l'a remontré ici en démontant tout ce qui bouge. Donc clairement, là, Uzen ne pouvait rien faire. Cette fois-ci, il n'avait tout simplement pas les cartes pour pouvoir gérer Riboku. C'est-à-dire que voilà. Après, il a perdu ses cartes parce que Riboku a bien joué. Bien sûr, c'est Riboku qui lui a scellé ses cartes. Mais justement, ici, Uzen ne pouvait rien faire. Il ne pouvait pas sortir un plan miraculeux, il ne pouvait pas sortir un Mubu déguisé en soldat à l'image de son père, qui allait tout déboîter. Alors ça aurait été extrêmement drôle, mais ce n'est pas arrivé. D'ailleurs, je crois que j'ai déjà fait la remarque il y a quelques chapitres. Mais voilà, ça aurait été extrêmement drôle que ça se passe ainsi, mais ce n'est pas le cas. Par contre, on va revenir sur un petit point avant la fin de la vidéo. Il est possible, effectivement, comme certains ont pu le terroriser, qu'il y ait un tout, par exemple, qui, de l'autre côté, soit déjà en train d'essayer d'envahir Zao d'un autre endroit, tout simplement, pour tenter d'aller chercher la capitale. Et ça, c'est clairement possible. Parce que le temps que l'information vienne jusqu'à Riboku, bah, faut un petit moment quand même, parce qu'il est complètement à l'opposé, Riboku, il est vraiment très loin. Donc il faut prendre quand même cette information en compte. Et surtout, Riboku a pris quasiment tous les généraux de Zao. Il ne doit pas rester grand monde en fait à Kantan pour protéger la ville. Donc clairement, potentiellement, si tout se ramène derrière, clairement ça pourrait faire extrêmement mal. On aurait un Uzen qui a perdu, mais un Zao qui serait à deux doigts de tomber quand même. Donc voilà, j'attends de voir les prochains chapitres, voir comment ça va se passer, notamment au niveau de la réorganisation, etc. Et surtout, j'attends de voir les retombées de cette guerre, parce que clairement, ils vont être énormes. Genre là, ça va faire extrêmement mal, et je pense que derrière, on va être obligé de passer sur un autre état, tout simplement. Certains l'ont dit, on pourrait tenter d'aller chercher Anne, par exemple, qui est assez faible. Donc voilà, il y a plein de choses à faire, vraiment, il y a plein d'états à aller chercher. Même on pourrait tenter d'aller un petit peu sur du Wei encore, c'est un moment qu'on n'y est pas allé, donc pourquoi pas, pour mettre un petit peu en avant du tout ou autre. Donc voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai assez causé sur celle-ci, je pense. Et sur ce, nous on se retrouve donc pour la prochaine. Allez, bye tout le monde.